Le 7 décembre 1941, c'est une date qui a absolument tout changé. Un assaut surprise qui a littéralement plongé les États-Unis dans le plus grand conflit que le monde ait jamais connu. Pour bien saisir ce qu'a été la Seconde Guerre mondiale, il faut d'abord comprendre Pearl Harbor. Et pour ça, il faut regarder de plus près ce qui a mené à cette journée fatidique. Alors, essayons de nous transporter là-bas. Imaginez un peu la scène. On est un dimanche matin, tout est calme sur la base navale américaine de Pearl Harbor à Hawaï. La plupart des marins se reposent, c'est le week-end après tout, et la flotte n'est pas en manœuvre. Dans quelques instants, ce calme va être pulvérisé, de la manière la plus violente qui soit. Dès le lendemain, le président Roosevelt va prononcer ces mots, devenus célèbres. Cette phrase, elle a tout de suite capturé la gravité du moment. Elle a gravé l'événement dans la mémoire collective comme un acte de trahison, une attaque délibérée, qui ne pouvait tout simplement pas rester sans réponse. Mais attention, cette attaque n'est pas sortie de nulle part, non. Elle est vraiment l'aboutissement d'années de tensions qui n'ont fait que grimper, de décisions diplomatiques, de calculs stratégiques. Pour vraiment comprendre le choc de ce 7 décembre, il faut remonter le temps. Alors la question c'est, comment en est-on arrivé là ? Tout commence par des relations qui se dégradent sérieusement entre Tokyo et Washington. Il faut voir que le Japon impérial est en pleine expansion en Asie, et ça menace directement les intérêts américains dans la région. Une confrontation commence à sembler de plus en plus inévitable. Quand on regarde cette chronologie, on voit bien que c'est une escalade quasi inévitable. L'invasion de la Chine en 1937, c'est un vrai tournant. Washington réagit, d'abord sur le plan diplomatique, puis économique. Et quand le Japon rejoint l'Axe avec l'Allemagne et l'Italie en 1940, là les deux nations sont clairement dans des camps opposés. Mais le vrai coup de massue, le point de non-retour, c'est l'embargo de juillet 1941. Cet embargo a eu un effet dévastateur. Il faut imaginer que du jour au lendemain, l'approvisionnement en pétrole du Japon est coupé de 90%. Pour une nation insulaire super industrialisée et dont toute la machine de guerre dépend des importations d'énergie, c'est une véritable strangulation économique. Le gouvernement de Tokyo se retrouve donc face à un dilemme absolument terrible. Soit il cède aux exigences américaines, il abandonne ses conquêtes et il accepte d'être déclassé sur la scène mondiale, soit il tente le tout pour le tout, une guerre contre la plus grande puissance industrielle du monde. Face à ce choix, les militaires japonais vont opter pour la deuxième solution. Ils vont concevoir un plan d'une audace et d'un risque incroyable. C'est un pari stratégique qui vise à changer complètement l'équilibre des forces dans le Pacifique, en une seule frappe. En fait, toute la stratégie japonaise était guidée par une doctrine, le Kantai Keisen. L'idée, ce n'était pas du tout de mener une longue guerre d'usure. Non, le but, c'était de remporter une victoire fulgurante, décisive en une seule grande bataille navale. Une victoire si écrasante qu'elle forcerait les États-Unis à négocier, laissant au Japon le contrôle total de l'Asie. L'amiral Yamamoto, qui est vraiment le cerveau de toute l'opération, doit faire face à des obstacles gigantesques. Le plus gros défi technique, c'était la faible profondeur de Pearl Harbor. Ça rendait les torpilles classiques totalement inutilisables. Du coup, les ingénieurs japonais ont dû innover, créer des torpilles spéciales. Et pour que tout ça marche, le secret devait être, mais alors, absolu. On parle d'une armada de 6 porte-avions qui a traversé le Pacifique sans se faire repérer une seule fois. Et c'est comme ça que l'impensable est devenu une réalité. Revenons donc à ce matin du 7 décembre. L'armada japonaise est en position, à peu près à 370 km au nord d'Oahu. Le signal d'attaque est donné, escalader le mont Niitaka. L'opération est lancée. L'assaut a été méticuleusement planifié en 2 vagues. La première, menée par le légendaire pilote Mitsuo Fuchida, profite d'un effet de surprise total. Les bombardiers torpilleurs volent très bas, visant les énormes cuirassés qui sont alignés comme à la parade. La deuxième vague, elle, arrive moins d'1 heure plus tard, mais les défenses américaines, même si elles sont désorganisées, commencent à réagir. Le résultat est dévastateur, surtout pour la fierté de la flotte américaine, ces cuirassés. En l'espace de quelques minutes, des navires qui semblaient invincibles sont tout simplement coulés ou mis hors de combat. L'US Arizona est littéralement pulvérisée quand une bombe atteint sa soute à munitions. L'Oklahoma chavire, piégeant des centaines de marins à l'intérieur. Au-delà des navires, le coût humain est effroyable. En moins de 2 heures, 2403 Américains perdent la vie. C'est la marine qui paie le plus lourd tribut. Il faut savoir que rien que l'explosion de l'USS Arizona a causé la mort de 1177 hommes, ce qui représente près de la moitié du bilan total de la journée. Pour le Japon, l'attaque est un succès tactique, c'est indéniable. Mais elle va avoir des conséquences stratégiques que les dirigeants de Tokyo n'avaient pas du tout prévues ou alors qu'ils avaient largement sous-estimées. Loin d'être KO, l'Amérique se réveille.
Et c'est là tout le paradoxe de Pearl Harbor. Sur le plan tactique, c'est une victoire éclatante, incontestable. Mais d'un point de vue stratégique, c'est un échec. Pourquoi? Parce que les cibles les plus importantes, celles qui allaient définir la suite de la guerre navale dans le Pacifique, eh bien elles ont été manquées. Les 3 porte-avions américains, ils n'étaient pas au port ce jour-là. Et en plus, les infrastructures vitales de la base, on parle des réservoirs de carburant, des ateliers de réparation, sont restées quasiment intactes. Ce qui a permis aux États-Unis de se remettre sur pied beaucoup, beaucoup plus vite que prévu. La réaction en chaîne est immédiate. L'isolationnisme américain, qui était si puissant quelques jours avant, s'évapore littéralement. Le pays est galvanisé, uni dans une volonté de vengeance. Quelques jours plus tard, Hitler et Mussolini, par solidarité avec leur allié japonais, déclarent la guerre aux États-Unis. À ce moment-là, le conflit devient véritablement mondial. Et voilà la conclusion, à la fois ironique et tragique, de ce pari audacieux. En tentant de neutraliser l'Amérique pour avoir les mains libres en Asie, le Japon a réveillé ce que l'amiral Yamamoto lui-même craignait, un géant endormi rempli d'une terrible détermination. L'acte qui devait assurer la victoire a finalement garanti la défaite. Et voilà la question qui, encore aujourd'hui, plus de 80 ans après, hante les historiens. Est-ce que l'attaque aurait pu être évitée? Est-ce qu'il y a eu des négligences, des avertissements qui ont été ignorés? Est-ce que le président Roosevelt était au courant de quelque chose? Toutes ces controverses, elles montrent bien à quel point l'onde de choc de ce dimanche matin de décembre 1941 se fait encore sentir.